Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Nickel, je vais faire ma petite intro et puis après je te demande de te présenter tranquillement et puis après on démarrera sans pression. Go, allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis toujours hyper contente, vous commencez à me connaître. Je reçois une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu la chance de travailler, d'échanger pendant plusieurs mois. On s'est jamais rencontrés en vrai, mais c'est comme si on se connaissait, comme si on s'était vu hier, alors que ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas échangé. Donc, je suis hyper contente de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Nolwenn. Salut Léa. Hyper contente de te retrouver. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, comme on disait avant, qu'on se connaît et que, je sais pas, on est des vieilles copines qui se retrouvent après plusieurs mois et je trouve ça trop agréable. Yes, il y a toujours un fit, un feeling exactement. qui est passé. Exactement, il y a eu un truc, ouais, exactement. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites pour nos auditeurs, auditrices ? Yes. Alors moi, c'est Nolwenn, j'ai 32 ans. Je réfléchis, mais oui, c'est ça, 32 ans. J'habite à côté de Vannes, en Bretagne, dans le Morbihan. Je suis presque mariée, future mariée prochainement. Félicitations. Merci. Et on a une petite fille qui a bientôt 4 ans, qui aura 4 ans en janvier. Et dans la vie pro, du coup, je suis de métier UX designer. UX, UI designer, donc je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en gros, j'aide à l'amélioration, à l'optimisation de l'expérience client, expérience utilisateur, alors client ou prospect. Et donc du coup, j'accompagne les PME et les startups dans la création et notamment la refonte de leur plateforme. Donc ça peut être site web, plateforme SaaS, application mobile, site vitrine. Et j'ai en parallèle une activité de formation. Donc, je suis formatrice. J'accompagne aussi les jeunes et moins jeunes freelance qui veulent se lancer en tant qu'UX UI, mais vraiment sur le côté freelance. Donc, vraiment, ces 2 casquettes-là, parce que j'aime bien dire que je suis une freelance militante. Voilà. Trop chouette. Trop chouette. Bon, en tout cas, ouais, si vous ne connaissez pas Nolwenn, n'hésitez pas à aller la suivre sur LinkedIn. On aura l'occasion d'en parler durant l'épisode, mais voilà, le contenu de Nolwenn est très décomplexant, très authentique. Il n'y a pas de bullshit et franchement, ça fait du bien parce que voilà, sans cracher sur la plateforme LinkedIn, mais il y a un peu de tout et il y en a, voilà, moi, j'ai arrêté de suivre certaines personnes qui me renvoient à tout ce que j'ai jamais fait, alors que Nolwenn, c'est tout l'inverse. Elle partage sans chichi et je trouve que ça fait un bien fou sur cette plateforme. Merci pour les compliments. Grand plaisir. Je vais te poser la première question du podcast. Comment tu définirais la gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien ? Pour moi, la gentillesse, je crois que je fais rimer ça avec l'empathie. Être capable de se dire qu'on a un interlocuteur et un être humain en face de soi qui a aussi des émotions et qui sont pas forcément les mêmes que soi. Souvent d'ailleurs, c'est pas les mêmes. Et du coup, d'essayer de comprendre. Donc, il y a un peu un truc pour moi, c'est de la curiosité mêlée à de l'empathie qui, tu vois, génère naturellement de la gentillesse. Enfin, j'ai l'impression que si t'es empathique, tu ne peux pas ne pas être gentil. Enfin, il y a un truc un peu comme ça pour moi. Et du coup, comment je l'incarne dans mon quotidien ? Mon métier est très lié à l'empathie. En fait, la partie design, UX et UI, ce sont des métiers où on doit aller interviewer les clients de nos clients. Donc, on doit être vraiment dans une posture d'écoute. Parfois à la frontière du psy, sauf que le psy, c'est de l'analyse. Nous, on est vraiment là juste pour essayer de traduire des comportements. Mais du coup, je pense qu'une des qualités du UX designer, c'est l'empathie. Et donc, la gentillesse, par définition, pour moi, tu vois. Ouais, donc ça se caractérise, je pense, comme ça dans ma
dans ma vie, enfin, je dirais pro et perso au final, hein, ce truc d'écoute et de curiosité et d'empathie. Ouais, trop chouette. Bah, ouais, c'est une belle définition. Je trouve que on retrouve souvent les mots de l'empathie dans la définition de la gentillesse quand je pose cette question. Ça fait déjà une vingtaine d'épisodes que j'enregistre, donc je commence à avoir un peu le pattern des gentils. Et j'ai pensé à une nouvelle question qui m'est venue et que j'ai jamais encore posée. Est-ce que tu te définis comme une personne gentille, toi? Alors là, c'est marrant parce que, je suis en train de me dire aussi que pour moi, la gentillesse, c'est aussi la sensibilité. Donc en fait, je me définis comme une personne sensible. Je suis hypersensible de toute façon, enfin ça a été prouvé, pas mal de fois. Donc du coup, je suis sensible, et je sais pas si tu peux être sensible et pas gentil. Si, peut-être, tu peux avoir des comportements alors en fait, pour répondre à ta question, parce que je pense que c'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense que je suis gentille, mais pas toujours. Bien sûr, je suis pas toujours gentille, hem et par le passé, avant de me connaître, justement, un peu plus, j'ai été, méchante, enfin, en mode, trop tu vois, trop sensible, trop dans tout, peut-être même trop dans l'empathie, trop dans le machin et ça saturait un peu et du coup, ça faisait que j'avais du mal à gérer, mes émotions et que je devenais méchante. Là, c'est plus dans la sphère privée, mais ouais, je disais enfin, j'insultais les gens, je pouvais frapper, enfin, j'étais vraiment dans ce truc-là, tu vois? Et après quand j'ai appris à canaliser le truc, et à gérer ça moi-même, par rapport à ces émotions-là, je pense que oui, la gentillesse, tu sais, j'ai pu tirer des bénéfices au maximum de cette sensibilité-là pour, la tirer vers le meilleur, le truc positif et pas le truc négatif, quoi. Et justement, quand tu as eu à un moment donné cette période de moins bien où c'était une saturation d'émotions, comme tu le disais, c'était quoi ton alerte? Est-ce que c'est tes proches qui t'ont dit que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas? Est-ce que c'est toi qui t'en es rendu compte? Comment t'es revenu justement sur ce côté où, bon, faut que je me reprenne en main, que j'apprenne à gérer mes émotions et comment t'as appris justement à gérer tout ça, quoi? Waouh, vaste question. Alors, je pense que je fais la distinction donc pro perso parce que sur le pro, c'était plus, ça se voyait pas de l'extérieur, donc j'étais pas méchante avec mes clients, évidemment, j'allais pas les insulter ou quoi. C'était plus moi la façon dont je sais pas, il y a quelque chose qui se passait mal, il y avait un mail qui passait, enfin, je sais pas, des retours qu'on me demandait de faire et tout de suite, j'explosais et bon, j'étais et en fait, là, c'était plus alerte interne moi-même en me disant: «Mais en fait, je peux pas me mettre dans des états comme ça, sinon je ne tiendrai pas sur la durée en tant que freelance». Enfin, il va falloir que j'apprenne un petit peu à redescendre. Donc ça, c'est moi où je me suis rendu compte des états dans lesquels je me mettais. Et après, côté perso, c'est un peu des 2. C'est-à-dire mes proches qui me disaient: «Mais en fait, tu te rends compte, en fait, de ce que tu dis? Le fait d'être blessante, enfin, tu vois la réaction des autres, tes proches qui pleurent ou tu vois, enfin, vraiment un truc un peu en mode: «Waouh, je viens de me reprendre une gifle dans la tronche», quoi, enfin, dans le sens, figuré et donc du coup, Hem, ce truc-là, plus effectivement la prise de conscience, je pense que oui, ça va pas et j'arrivais pas à être dans le quotidien, apaisée. Donc c'est un peu les 2 et par contre, comment j'ai réussi à gérer ce truc-là? Bah, je me suis fait suivre par des psys. Enfin, en fait, je me suis dit: «Je vais faire appel à quelqu'un» parce que je voyais pas trop comment je pouvais, gérer. Enfin, pour moi, c'était un truc psy. Alors sans être dans un truc, je suis pas diagnostiquée, je sais pas un truc, pathologique. J'ai pas c'était des choses, entre guillemets «faciles à régler», mais il fallait quand même le faire et anticiper le truc et discuter. Donc ça et puis, des bouquins, tu vois? Les lectures sur tout ça, qui viennent en complément et après le temps aussi, quoi. Je pense que plus tu vieillis, plus tu te connais et plus ça va mieux, quoi. Ouais, carrément. Et puis toi aussi, tu as eu une grande étape dans ta vie où tu es devenue maman. Et du coup, je sais pas comment tout ça, ça se gère aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'avant-après par rapport à tout ça, la gestion des émotions, une fois que tu as un enfant? Mmh. Oh là là, ça aussi c'est un sujet, ouais. Hem, alors, par rapport à la gestion des émotions. Donc c'est vraiment la question, c'est par rapport aux émotions, Ouais, c'est ça? ouais, après on fera le reste si tu veux. Ouais, OK. Par rapport aux émotions, avant,
bah, c'est tes émotions à toi. Donc déjà, voilà. Et puis, donc je suis en couple, mon conjoint avait ses émotions et à la limite, on est adultes, donc enfin, on a chacun notre responsabilité par rapport à ça. Quand tu deviens maman, c'est donc ton bébé qui a aussi ses émotions et comment toi, tes émotions à toi peuvent impacter ton enfant. Et en fait, je trouve que c'est plus fort parce que tu t'aperçois en fait que si tu es énervé, ça très vite, enfin ça se voit en fait, ton enfant te le reflète en fait. C'est un truc de fou, enfin de toute façon, c'est connu pour ça en fait, ce sont des éponges, ce sont des miroirs en fait et ils te renvoient des trucs que tu as pas envie de voir. Donc en fait, de toute façon, tu as pas le choix. Donc en fait, c'est ça, c'est que tu n'as pas le choix et c'est pour ça que je m'étais dit d'ailleurs que j'étais très contente d'avoir fait ce travail sur mes émotions avant d'être maman, franchement, parce que ça m'a aidée énormément, à gérer moi-même, à accepter que des fois c'est dur et pas lui hurler dessus ou parce qu'il y a beaucoup de trucs où c'est ton problème à toi, que justement tu sais pas, tu as des problèmes à gérer tes émotions à toi et donc du coup tu je sais pas, tu vas engueuler ton gamin alors qu'en fait c'est pas de sa faute le pauvre, tu vois? Donc donc ouais, je pense que j'ai réussi à gérer davantage mes émotions en étant maman parce que j'ai travaillé avant. Et après, il y a aussi ouais, l'impact, enfin la conscience de la responsabilité que tu as. Mais ça s'est pas, là, ça s'est fait un peu dans la douleur quand même. Hein. Qu'on se le dise. Bah après, c'est plus pas forcément côté lié aux émotions, mais j'ai quand même fait une dépression postpartum, donc c'était pas drôle. Enfin, j'ai pas de souvenir des 3 premiers mois de vie de ma fille. Tu vois, à partir du moment où je suis rentrée de la maternité, je me suis dissociée complètement. C'était pas moi. Voilà, pendant 3 mois, c'était pas moi. Donc c'était pas drôle. Donc pour le coup, là, j'étais coupée de mes émotions. Mais après, j'ai réussi à peut-être à reprendre un peu le truc, mais ça, ouais, ça prend du temps. Ouais. Et comment t'as géré justement cette dépression postpartum? T'as pu aller voir des spécialistes qui t'ont aidé, notamment des psys à ce moment-là, pour réussir à gérer tout ça? Parce que j'imagine que ça doit être hyper bizarre d'avoir un enfant et puis au final de te sentir dissocié de ton corps et pas du tout dans l'émotion. Alors que je trouve que la maternité, j'avais écouté un podcast sur ça d'une fille qui disait on m'a toujours vendu la maternité en mode on met ton enfant sur toi quand tu viens d'accoucher et c'est l'illumination, la vague d'amour. Et elle ne l'a pas ressenti cette vague d'amour-là. Et pendant plusieurs mois, elle s'est remise en question en mode je suis une mauvaise mère, j'aime pas mon enfant. Enfin, pour elle, ça a été hyper. Moi, je peux pas en parler parce que je l'ai pas vécu, mais du coup, toi, est-ce que c'était un peu ça et comment t'es gentil avec toi-même en vivant tout ça, quoi? Mmh. J'étais pas du tout gentille envers moi-même, tu vois? Là, j'étais vraiment pareil, hein, en mode, alors j'ai ressenti, ce truc d'amour, quand ça, je suis hyper heureuse de l'avoir ressenti parce que je pense que c'est un cadeau, quoi, tu vois? Et je suis, vraiment c'est là, je l'ai vraiment eu ce truc. Par contre, c'est après, quoi. C'est-à-dire vraiment, à partir du moment où tu quittes, l'hôpital et où en gros, c'est démerde-toi, ça y est, tu reviens avec, un bébé, donc tu te débrouilles. Tu n'as jamais fait ça, mais et moi, ça a coïncidé avec le covid aussi. Ma fille, elle est née en fin janvier 2020, voilà, donc en fait, c'est ça aussi, je pense, qui a peut-être, beaucoup joué. Et non, enfin, j'étais pas du tout gentille envers moi-même à ce moment-là. J'étais en mode alerte rouge, tu vois? Donc tu m'as demandé si j'étais suivie à ce moment-là. Non, parce qu'en fait, pour moi justement, je refusais toute aide parce que ce n'était pas normal que je n'arrive pas à gérer mon enfant et que je n'arrive pas à m'occuper toute seule de mon enfant. Donc en fait, c'était un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que je refusais de l'aide, même celle de mon conjoint limite. Je me souviens qu'une des premières pensées que j'ai eues, c'était, bah, lui, il peut se barrer, il a le droit, s'il trouve que c'est trop dur, il a le droit de se barrer, mais moi, j'ai pas le droit par contre. Je peux pas l'abandonner. Donc un truc un peu hyper, vraiment, j'étais très, très dans l'injonction. L'allaitement aussi, parce que j'avais décidé d'allaiter ma fille, donc du coup, vraiment ce truc de il faut que tu y arrives, je comprends pas, ça devait être facile, là c'est pas facile, c'est ta faute. Donc non, je pense que c'est une des pires périodes au niveau de la culpabilité que je m'infligeais et de la non-gentillesse, de la méchanceté que je pouvais avoir envers moi. Ça vraiment, c'était, je pense, la pire période. Et par contre, c'est après que je me suis rendu compte de tout ça. Sur le moment, pas. Après, c'est oui, oui, après j'ai vu quelqu'un
Et je me suis aussi intéressée sur le sujet de la maternité, parce que je m'intéressais pas du tout avant, hein, j'étais pas du tout dans ce truc-là. Et voilà, c'est là où j'ai pu mettre des mots, me rendre compte que, bah, pareil, empathie, enfin que on était toutes un peu passées par là. Alors dans certaines mesures, tout le monde ne passe pas par une dépression postpartum, mais que c'était quand même, on en chiait un peu toutes, hein, globalement, clairement, voilà, qu'on se le dise bien. Et à partir de là, ouais, la gentillesse, elle est revenue en mode: «OK, tu fait ce que t'as pu», et par contre si, j'ai eu un élan de gentillesse et d'amour pour toutes les mamans et toutes les femmes. Je me suis dit: «Mais putain, mais les mères, mais vous êtes trop fortes, en fait!» Mais ça, dès le départ, parce que je m'apercevais que c'était dur et je me souviens m'être dit: «Mais putain, mais il faut que je dise à ma mère que je l'aime, que c'est un truc de ouf ce qu'elle a fait, putain, waouh, les femmes», parce qu'avant, j'étais un peu en mode, je rejetais tout ce qui était girl power, tu vois? Enfin, un truc un peu entre femmes, enfin, moi, j'étais garçon manqué quand j'étais petite, je jouais au foot avec les mecs, enfin, tous les trucs de filles, j'étais pas du tout là-dedans, enfin, ce qui était connoté fille, en tout cas. Mais tu Bon, vous commencez à connaître les habitudes du podcast Homemade. On a une petite coupure, une petite déco. Donc, je vais relancer Nolwenn sur sa phrase en cours. Donc, Nolwenn, tu es en train de me dire que tu étais un garçon manqué et que c'est quand tu es devenue maman, même peut-être quand tu es tombée enceinte, que tu as vu tout ce que comment une femme pouvait être aussi forte et que tu as eu de la reconnaissance. Et donc, tu as réussi un peu plus à avoir ce sentiment-là de girl power qui, à la base, ne te touchait pas du tout. Ouais, exactement, et tous ces sujets féministes aussi et autres, j'ai découvert ça avec la maternité et là, pour le coup, ça a augmenté mon capital bienveillance envers les femmes, mais envers tout le monde finalement, en fait. Ça m'a rendue, plus empathique que je ne l'étais déjà. C'est trop bien, c'est trop, trop chouette que enfin, tu vois, je pense que qu'être mère, ça change tellement de choses dans ta vie perso, mais d'avoir une ouverture vers les autres quand tu deviens maman, je trouve que c'est hyper beau comme phrase et de se rendre compte de, comme tu disais, tout ce que ta maman a pu faire pour toi et tout ça. Donc, je trouve que c'est enfin, je sais pas, je trouve ça hyper émouvant. Ça l'est, je pense, et ouais, c'est après ça s'est fait dans la douleur pour moi. C'est juste ça que, entre guillemets, «je regrette», et en même temps, pareil, je suis bienveillante envers moi-même et je me dis: «Bah, j'ai fait comme j'ai pu, voilà». Ouais, Hem, bien sûr. mais oui, au Mais final, et c'est est-ce que tu positif. arrives à expliquer le déclic que tu as eu? Parce que tu dis que cette période-là a duré 3 mois. Comment Mmh. du jour enfin pas peut-être pas du jour au lendemain, mais comment tu as réussi à aller mieux, à, justement moins pas arrêter de dissocier, de ta maternité, de ta personne et de réenclencher le mode émotion et empathie comme tu étais avant, quoi? Mmh. Bah, ça s'est fait vraiment dans la durée, hein, pour le coup. Même encore maintenant, enfin, je débloque certains niveaux comme si c'était un jeu, tu vois? Le jeu de la parentalité. Mais je pense que, c'est à partir du moment où je me suis éloignée des injonctions, en fait, de la mère parfaite, et que je pouvais être un peu qui je voulais, et que je pouvais aussi, enfin, genre, adieu l'image de la mère sacrificielle, tu vois? Un peu ce truc-là que ma mère avait un peu, forcément, c'est un peu la génération aussi, mais hem je me suis autorisée, par exemple, à partir, 1 semaine en faire du vélo toute seule. Ma fille avait 8 mois à ce moment-là, je crois, donc elle était quand même petite, mais en fait, je me suis dit: «Vas-y, je le fais». Enfin, c'était moi, en fait, déjà d'avant, d'avoir des moments seuls, de kiffer ma vie. J'avais réorganisé un séjour entre freelance aussi, à ce moment-là. Enfin, hem, ouais, en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais, entre guillemets, en tout cas, que je pouvais reprendre ce que j'aimais et que ça allait pas faire de moi une mauvaise mère, et que, en fait, tout va bien. C'est hyper rassurant parce que je pense qu'on a un peu le même type de maman. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, «Profite avant, d'avoir des enfants» parce qu'en gros, Mmh. une fois que tu as des enfants, tout s'arrête, quoi, tu vois? Et Ouais, c'est j'étais ça. en mode, «Bah, oh my god, j'ai pas du tout envie», tu vois? En gros, elle m'a dit que c'était un des plus ma mère, elle adore être mère, mais en gros, elle a mis toute sa vie entre parenthèses pour, ma sœur et moi. Mmh. Moi, j'arrête pas de lui dire qu'une fois que j'aurai des enfants, je veux pas du tout être comme ça parce que pour moi, je serai encore, une femme, une entrepreneuse, une amie. Enfin, tu vois, je veux Mmh. pas être qu'une mère, si un jour j'ai des enfants Mmh. et tu vois, d'avoir des exemples comme toi, j'ai dans mon entourage aussi des amis qui continuent à avoir une vie, à elles, en fait et tu vois, moi, j'ai envie de continuer, je suis hyper indépendante, je fais plein de trucs pour moi et tu vois, ça enfin, là, c'est très égoïste de ma part, mais ça me rassure de ouf ce que tu dis parce que je me dis que
si un jour j'ai des enfants, je pourrais continuer un peu à faire ce que j'aime et c'est pas tout ce que m'a dit ma mère en mode tu seras une mère et c'est tout, quoi, tu vois. Mais c'est trop ça et moi, j'avais pas de modèle, en fait, parce que donc déjà, je m'intéressais pas à la maternité donc en fait, moi, j'étais que sur LinkedIn. Typiquement, les trucs Instagram, comptes, et tout, j'étais pas là-dedans. Alors, en plus, à l'époque, il y en avait peut-être un peu moins, ça on parlait peut-être un peu moins de ça. Et les exemples que j'avais autour de moi, j'en avais peu parce que mes potes étaient pas encore parents. Enfin, je suis pas devenue maman très, très jeune, mais j'avais 27-28 ans donc voilà, c'est venu un peu après. Mes copines m'ont rejoint dans le délire, mais en tout cas, j'étais une des premières et donc du coup, le peu, qui était déjà mère, bah, soit donc c'était ma mère, mais du coup, c'était il y a tellement longtemps que je pense qu'en vrai, elle a zappé aussi. Oui. Je n'en veux pas, je pense qu'elle a zappé certains trucs et tant mieux. Et mes potes, ben, c'était la team, bah, si, j'ai eu le droit en mode, bah, tu avais l'air tellement épanouie enceinte qu'on voulait pas trop te casser ton délire, quoi. C'était un peu en mode: «Je veux te protéger». Bah, mais moi, je leur en ai un peu voulu là-dessus parce que, bon, en plus, enfin, je suis quand même du genre à me dire, enfin, je peux tout entendre et je suis pour la transparence donc ça m'a un peu saoulée sur ce moment-là. Après, c'est Mmh. pas grave, mais et ouais, donc c'est bien que tu aies des modèles comme ça. Effectivement, moi, j'en avais pas et après, ouais, je me suis un petit peu construit mon modèle et quand je me suis ouvert effectivement en voyant qu'il y avait d'autres façons d'être mère, bah, c'est là où j'ai ouvert les les vannes et où tu vois, typiquement, on est partis, 4 mois en Tour de France à vélo, avec mon conjoint et ma fille, et ça, mais franchement, mais au tout début, quand j'ai eu ma fille, on se serait vus, on se serait parlé, je t'aurais dit: «Mais non, c'est impossible, ma vie est terminée. De toute façon, effectivement, je ne pourrais jamais, faire un truc pareil. C'est impossible». Donc c'est fou, quoi, comme on se met des barrières soi-même. Ouais, clairement, mais c'est vraiment bien résumé le côté, injonction et barrière envers nous-mêmes. Enfin, il y a personne qui nous jugera, mais on est les premiers juges et les premiers intransigeants envers nous-mêmes. Bah, justement, c'est une bonne transition. Est-ce que tu veux nous raconter, ce tour à vélo de folie que vous avez fait? Comment c'est venu l'idée? Comment vous avez mis ça en place? Et puis comment tu as vécu tout ça surtout, en tant que, femme, maman, entrepreneuse? Enfin, tu vois, toutes les casquettes que tu as, durant 4 mois? Ben, le projet alors de base, moi, j'aime bien, les voyages à vélo. Alors j'en avais fait avec ma famille, mes grands-parents, enfin le vélo, c'est un peu le voilà, le truc de famille, sans avoir fait des gros voyages. Le max qu'on ait fait, c'est une semaine, et sans notre fille. Donc voilà, il y avait quand même ce truc du vélo qui était déjà là. Et après, c'était l'envie de, alors il y a 2 choses. L'envie de mettre sur pause un peu notre quotidien, le rythme effréné, voilà. Il y avait aussi cette idée d'avoir un défi sportif, un défi qui nous fasse bouger, parce que, tous les 2 on a des métiers assez sédentaires donc moi encore plus que lui et donc du coup, c'était de se dire: «Bah, on essaie de se remuer un peu le popotin et puis on aime bien le sport», donc voilà, ça marchait bien. Hem Et aussi, moi, de profiter de mon statut de freelance, qui aujourd'hui me permet de gérer mon temps comme je veux. Il y avait toujours eu cette frustration de me dire: «Je pouvais pas partager ça en famille parce que, bah, mon conjoint n'est pas freelance» et en fait, moi, je peux le faire. Enfin, c'est frustrant, en fait. C'est un truc j'ai l'impression que, bah, je pouvais pas profiter de tout ça. Donc ça a été, en fait, le moyen, aussi pour nous d'être dans une transition où lui, il quitte son taf de salarié, pour se mettre à son compte, à notre retour de voyage à vélo. Donc ça a été un moyen déclencheur, en fait, parce que sinon, ça restait toujours un peu un projet en mode, bah, ce serait: «Ouais, j'ai envie de me mettre en freelance, mais on verra plus tard» et cetera et cetera et là, ça actait, en fait, les choses. Donc c'est venu un peu comme ça. Et après, pourquoi 4 mois? Parce qu'on voulait quand même quelque chose d'assez long pour se dire, ben, se créer une routine, que ce soit pas juste des vacances. On voulait pas considérer ça comme des vacances. Pour nous, c'était pas des vacances, c'est une aventure. C'est un apprentissage sur d'autres choses qui est pas, purement, stricto sensus, professionnel, même si ça nourrit au final, mais un peu de vie, quoi. Et donc 4 mois, c'était la bonne balance entre quelque chose qui était long et en même temps pas trop parce que, fallait pas, je sais pas, qu'on vende notre maison, enfin un truc complètement, radical. Donc ça s'est fait comme ça sur l'orga. Et après, le principal défi, maintenant que je suis revenue, je peux un peu faire le bilan effectivement, ça a pas été de pédaler. Donc au final, on a fait 3 000 kilomètres.
Donc on a vraiment fait presque le tour de la France. On a fait une boucle. On a évité tout ce qui était montagne quand même parce qu'on était trop chargés. Mais le bilan, c'est que le plus dur, c'est pas de pédaler, c'est de s'occuper de notre fille. Notre fille H24. Pour les parents qui nous écouteront, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais c'est ça, en fait. Parce que elle, en vrai, elle s'en fout. Qu'on soit sur un vélo, qu'on soit à la maison, en fait, elle, tout lui va. Et on a parfaitement conscience que ce voyage à vélo, ce serait un peu hypocrite de dire que c'est que pour elle qu'on le fait, que c'est merveilleux. Enfin, on le fait aussi pour nous parce qu'elle, en vrai, elle est dans un âge où tu sors dans le jardin, tu joues avec des pâquerettes, c'est déjà super pour elle. On n'est pas obligé d'aller sur un truc aussi. Donc, on l'a fait pour nous et enfin, voilà, pour avoir un truc sympa. Mais c'est vrai que il y a eu des moments où c'était bien chaud de s'occuper d'elle après avoir fait 7 heures de vélo dans la journée et elle est au taquet, quoi, tu vois. Donc, et les nuits en tente, enfin voilà, il y a eu plein de défis comme ça. Mais au final, meilleure aventure de notre vie, quoi, sans aucun Ouais, doute. ça m'étonne pas. Et comment tu reviens à la réalité après avoir vécu un truc si fort? Ouais, bah, je sais pas si tu reviens vraiment. Alors moi, lui, mon conjoint, ça va, il arrive à se remettre parce que bah justement, il lance sa boîte, donc tu as plein de nouveaux trucs. Moi, c'était un peu plus compliqué parce que bah, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça fait presque 8 ans que je suis freelance. Ça commence à faire un paquet d'années. Et moi, j'avais pas ce renouveau, enfin ce truc de OK, ça a marqué quelque chose et après on redémarre sur. Non, en fait, je devais reprendre ma vie, sauf qu'en fait, bah, il y a eu plein de choses qui ne me convenaient plus, notamment la prestation de service, de faire que des missions. Je commençais à faire un peu le tour de tout ça, donc c'est de revenir avec toute cette nouvelle énergie que tu as emmagasinée, tous ces trucs incroyables, les rencontres que tu as faites, et cetera, et te dire: «Mais qu'est-ce que j'en fais après dans mon quotidien, comment je peux transformer ça?» Parce que moi, je voulais justement pas que ce soit une parenthèse. Je voulais que ce soit un truc qui nous nourrisse après. Parce que c'est 4 mois, parce que ça a été un investissement financier aussi et dans plein de choses et que pour moi, c'était pas envisageable, enfin, de toute façon, je voyais pas comment ça pouvait être juste une parenthèse et après tu reprends ta vie normale, en mode: «C'est jamais arrivé, c'est pas possible». C'est un voyage qui te transforme donc voilà. Donc ça a pas été Trop bien. simple, Ouais, le j'imagine. Et retour. est-ce que vous auriez envie de le refaire? Est-ce que ça vous a donné des envies de plus, enfin voilà, est-ce que c'est un truc que vous pourriez réitérer? Ben alors si tu demandais ça à mon conjoint, il dirait, «Oui, mais sans notre fille». Essayer, de le faire à 2. Donc ça, c'est son envie de partir peut-être à 2. Enfin, ça je pense que ça peut être très chouette aussi. Donc là, tu peux vraiment bien rouler, enfin je pense que tu te dépasses encore plus, physiquement et tu peux te mettre peut-être un peu plus en danger aussi, je sais pas, faire du bivouac un peu dans la nature. Nous, on n'a pas fait dans la nature du bivouac. Vis-à-vis de notre fille, on se sentait pas à l'aise. Moi, bah, tout me va, moi. De toute façon, les voyages à vélo, j'adore. Oui, si, je pense qu'on le refera. Après, honnêtement, 4 mois, enfin, moi, j'ai une baisse de chiffre d'affaires qui est quand même pas négligeable non plus, hein. Faut pas se mentir là-dessus. Tu poses pas pendant un tiers de l'année. Bon, il y a quand même un Ouais, c'est impact sûr. financier. Mmh. Donc, on pourra pas le faire facilement, surtout que notre fille maintenant rentre à l'école. L'école est obligatoire pour elle, donc c'est un petit peu plus compliqué là-dessus. Mais on le refera. Enfin, Trop bien. ouais. Ouais, je pense. Oh, trop chouette. Et comment vous vivez de H24, tous les 3, enfin, tu vois, le côté, justement gentillesse, gestion des émotions et tout ça, j'imagine que ça doit être hyper intense et il doit y avoir des moments où, ça va moins bien et comment tu repars du bon pied après? Ouais, alors on n'a pas toujours été gentils les uns, les autres. Bon, notre fille, on peut pas lui en vouloir, pareil, c'est une enfant, mais c'est vrai il y a quand même eu des tensions, sur certains passages, alors on s'est rendu compte que c'était très lié aux conditions, comment dire? Aux besoins primaires qu'on avait. Si on avait faim, si, on avait chaud parce que voilà, canicule ou quoi, s'il pleuvait, en mauvaise humeur, enfin donc on était très perméables en fait, à notre environnement. Donc ça a été un apprentissage aussi, de comment, tu vois, ton environnement te génère ces émotions-là, à la fois positives parce que waouh, trop beau paysage, super, tu roules cheveux au vent, c'est trop bien. Et puis ah putain là c'est dur, ça monte, t'en peux plus, t'es essoufflé, t'as juste envie de t'arrêter, mais tu peux pas. Donc en fait ça t'apprend énormément sur ça, sur le défi en lui-même et ce voyage. Et après,
Ben, encore une fois, c'est grâce à notre fille aussi parce qu'elle, pareil, qu'on soit énervé parce qu'il pleut, qu'il fasse chaud ou qu'on soit content, enfin, on doit s'occuper d'elle. Enfin, je veux dire, pareil, elle a envie d'aller aux toilettes, il faut qu'on l'accompagne, qu'on soit énervé ou qu'on soit machin, on doit se remettre dans le quotidien et dans cette action, dans l'action. Et du coup, je pense que ça permet parfois de mettre de côté, tu vois, ton émotion du moment et de se dire bon bah voilà, ok, on redémarre la vie, c'est reparti, et après t'oublies, enfin voilà. Donc c'était pas mal pour ça, pour te remettre dans l'instant présent et tu vois ouais, c'est ça, dans l'instant, vraiment dans l'instant. Trop bien. Ah, puis ça doit être tellement rare de pouvoir vivre des moments comme ça, parce que c'est dur de mettre en pause sa vie, tu vois. On a l'impression que, enfin, tu vois, d'un regard extérieur, on n'est pas capable de le faire. Et je trouve que vous vous êtes offert une belle parenthèse de revenir à des bases, des essentiels et tout. Comme tu disais, le rythme est freiné, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de rien, alors que là, vous l'avez prouvé que 4 mois avec une fille de 4 ans, c'était possible, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, je trouve que ça envoie un super chouette message. Et toi, tu dirais que ça t'a changé, humainement parlant. Comment tu reviens après ça, justement Est-ce que tu trouves que tu es changé? Je pense que ça a accentué ce que j'étais. Donc toutes ces facettes où oui, je veux assumer un peu plus, mes envies, mes projets parce que oui, c'est possible d'aller jusque-là, en fait, de placer le curseur plus loin, en fait, que ce que tu peux imaginer. Parce qu'au départ, je m'étais dit: «Bah, allez, on fait un voyage, à vélo de 2 semaines, en mode vacances, quoi» et puis, hop, je me suis dit: «Mais attends, mais pourquoi 2 semaines? Allons-y, quoi, genre plusieurs mois, en fait» et donc se repousser un peu ce truc-là de ces objectifs, et donc ça, je le remets dans ma vie pro aussi, quoi. OK, j'ai un objectif de temps, bah, en fait, non, je vais le faire un peu plus, je vais placer le curseur un peu plus loin parce que c'est possible. Donc je pense que c'est ça je pense qui a changé et après je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié donc Pas de souci, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Comment ça a été accueilli dans ton entourage, pro, perso, cette annonce-là de voyage de 4 mois? Alors les proches, genre nos parents respectifs ont pas hyper bien accueilli la nouvelle, surtout moi de mon côté, mon père ça a été un peu compliqué pour lui parce que, bah, en fait, on est proches d'eux. C'est surtout vis-à-vis de notre fille, en fait. Enfin, parce que, bah, pour eux, c'était: «Oh, vous nous privez de 4 mois, de notre petite fille qui grandit si vite». Il y a ce truc un peu en mode: «Elle va changer, est-ce qu'elle va se souvenir de nous?» Enfin, vraiment des peurs, tu vois? On part pas 3 ans, mais pour eux, c'était on se voit chaque semaine, donc en fait, pour eux, c'est quand même pas mal. Hem, donc il y a eu ce truc de surprise, qui a été enfin encaissé un peu la nouvelle et après par contre hyper fier qu'on y arrive, hyper fier de enfin ils l'ont dit à tous leurs proches aussi, à tous leurs amis, bah, ils sont en voyage à vélo, ils ont partagé le blog qu'on avait à tout le monde, donc au final ça nous a aussi, enfin en fait on s'est rendu compte qu'on les avait embarqués aussi un peu dans notre aventure et ça nous a fait plaisir au fait de le faire aussi parce qu'eux, jamais ils s'autoriseraient. Bon là maintenant ils sont plus dans des âges où ils vont faire des trucs pareils, mais Ouais. je sais que mes parents jamais ils auraient pu imaginer faire ça. Enfin et du coup je trouve que c'est bien aussi de les avoir un peu inspirés là-dessus. Hem et au final ouais ils sont très contents, qu'on l'ait fait donc il fallait juste oser quoi au départ en parler. Ça c'était, un sujet aussi quoi. Ouais, c'est pas évident et puis hors, voyage de 4 mois et tout ça, mais moi je sais que le regard des autres et l'avis des autres compte beaucoup dans ma vie et des fois de se laisser influencer par, ce qu'on te dit, des fois moi j'ai des idées un peu farfelues et on me dit: «Mais n'importe quoi», enfin et donc du coup ça me fait tout de suite redescendre, tu vois? Ouais. Et je me dis: «Mais en fait des fois il faudrait juste pousser le truc». Toi tu le vis comment justement ça, le regard des autres, l'influence que les autres peuvent avoir et est-ce que tu arrives à t'en bah là c'est la preuve que tu as réussi à t'en dégager parce que vous êtes Mmh. partis alors que tes parents étaient un peu plus, frileux, Mmh. enfin, comment Mmh. tu le vis tout ça? Non, le regard des autres, ça a toujours été un souci pour moi. Hem, donc bon, là, avec l'âge, effectivement, je trouve que j'arrive à un peu à me détacher de ça parce que j'ai plus confiance en moi. Parce que c'est ça, en fait, hein, pourquoi le regard des autres, c'est lié aussi à la confiance en soi. Si tu as vraiment confiance en toi, tu arrives un peu plus à t'affranchir de tout ça. J'ai trouvé un petit peu des techniques. Par exemple,
Heu, là, j'ai pas réussi à leur dire en face à face qu'on partait 4 mois à vélo. J'ai fait une vidéo, un petit montage en mode: «Voilà le programme, c'est comme ça», avec une petite vidéo, enfin une petite musique et tout et je leur ai partagé sur WhatsApp en mode: «Hop, je partage» et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon téléphone dans la chambre et genre je l'ai pas touché dans les 3 heures à venir après parce que je me suis dit: «Vas-y, je sais pas ce qu'ils vont répondre, je veux pas savoir. Viens, on part se balader» et puis du coup, j'ai laissé mon téléphone. Donc c'est un peu une technique que j'ai trouvée en fait, c'est d'essayer de me dire, qu'est-ce qui est plus simple pour moi en fait, pour ces moments où j'ai de 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 confrontation en fait avec l'autre, comment je peux rendre ça plus facile? Et voilà, du coup, peut-être que ça se fait pas, qu'en théorie, il faudrait effectivement que ce soit fait autour d'un repas et de dire: «Bon voilà, on a quelque chose à vous dire». Bon, ben moi je me suis dit: «Tant pis, ça c'est peut-être un peu lâche, mais c'est pas grave en fait, ça me convient». Comme ça, j'ai pas assumé, enfin en fait, j'avais peur de voir la réaction. Ouais, c'est plus ça, de Ouais. voir la réaction des autres. C'est pour ça que ouais, en général, j'ai du mal à, par exemple, faire de la prospection froide, c'est-à-dire d'aller embêter l'autre parce que j'ai peur de sa réaction et qu'il soit en mode soit vénère, soit je sais pas, peu importe. Du coup, trouver un petit peu des astuces comme ça pour ne pas voir la réaction de l'autre, ça m'aide bien des fois. Ouais, mais c'est un bon conseil en vrai parce que c'est vrai qu'on des fois on a tendance à se dire, soit je le fais, soit je le fais pas et toi je trouve que tu as trouvé un moyen détourné de le faire qui te convenait à toi et puis voilà au moins je trouve que c'est assumé et puis, tes parents au moins ils ont le temps de le recevoir, C'est ça. eux prendre le temps d'analyser le truc et tout plutôt que de réagir à chaud et c'est vrai que moi je suis un peu, de ta team aussi où moi j'ai toujours peur de déranger. J'ai un truc où, Mmh. je suis quelqu'un qui s'excuse beaucoup pour tout. Tu sais, j'ai toujours peur d'être en trop, de prendre trop de place, de faire trop de Mmh. bruit, voilà, Mmh. j'ai toujours peur de déranger et en fait, des fois, je me mets dans des postures où vraiment l'autre, il s'en fout. Enfin, tu vois, il s'en rend même pas compte que moi, je suis Mmh. dans ce Mmh. mal-être-là et du coup, je trouve que de trouver des moyens détournés qui te font du bien à toi je trouve que c'est une belle façon de Mmh. voir les choses, quoi. Ouais, exactement et après, peut-être retravailler, enfin, c'est un peu mettre un pansement de faire ça sur sur une plaie donc essayer quand même de guérir la plaie, ça peut être pas mal. Hem et et oui, après c'est du temps et c'est peut-être oser aussi se challenger, par exemple sur LinkedIn. Enfin, moi, j'assume encore plus maintenant, justement cette posture, là, cette transparence, cette image. Je me montre plus aussi en photo et cetera. Avant, je le faisais un peu moins, et même si je suis pas à l'aise, c'est le fait de faire cette action qui me rend de plus en plus à l'aise. Donc c'est ouais, c'est un peu du dépassement de soi aussi, je pense. Moi, je pense qu'il faut y aller par étapes parce que tu vois, des fois, quand on lit des grands préceptes justement de comment avoir confiance en soi, tu sais, ça te met tout de suite dans une position où tu sais que tu vas être mal à l'aise. Et donc, moi, je trouve qu'au fil des. Enfin, moi, le plus je vieillis, plus je me dis, mais en fait, il faut que j'aille par étapes parce que si tout de suite je me mets dans une situation qui est pour moi ingérable ou vraiment ça me met dans une posture où je suis pas du tout moi, bah en fait, je le fais mal et je prends aucun Mmh. plaisir et donc je le referai pas. Et donc, je trouve que ça me donne encore moins confiance en me disant bon bah j'ai bien fait de pas le faire parce que vraiment c'est pas pour moi alors que petit à petit Mmh. tu vois d'y aller par étapes que ce soit tu vois moi j'assume de plus en plus dire ce que je pense comment je me sens et tout mais je le fais avec parcimonie parce que voilà je suis pas quelqu'un de brut de décoffrage et donc j'essaye de le distiller et voir comment c'est accueilli alors que Mmh. si de but en blanc je déversais tout en disant à quelqu'un bon je vais dire tes 4 vérités en face ben, tu vois ça Ouais, irait pas du tout donc et puis où est la oui je trouve gentillesse? exactement, exactement. Donc, j'essaye d'y aller, de m'écouter et c'est bien, hein, de se documenter, de voir comment font les autres et tout, mais Mmh. l'important, je trouve que c'est de s'écouter et c'est d'apprendre déjà à se comprendre soi-même Mmh. pour identifier, tout ce qu'on ressent à l'intérieur, quoi. Exactement. Je te rejoins complètement. Donc, voilà, c'est vrai que c'est des grands trucs, c'est des grandes phrases qui veulent pas dire grand-chose, mais voilà, moi, j'apprends de plus en plus à comprendre mes émotions avant d'appréhender ceux des autres parce que j'avais tendance, je sais pas si toi tu le fais, mais à d'abord penser aux besoins des autres avant de penser à mes besoins à moi et en fait, Mmh. en général, c'est là que ça coince parce que moi, je développe une frustration que l'autre ne voit même pas parce que, Mmh. comme j'ai répondu à son besoin à lui ou à elle, bah, la personne se dit: «Bah, c'est bon, du coup, c'est que c'est OK». Alors que Mmh. moi, je développe une frustration, un truc où, j'emmagasine, pas de la colère, c'est exagéré comme mot, mais voilà. Donc maintenant, j'essaye plus de dire, «Bah, toi, je sais que tu aimerais te faire comme ça. Moi, j'aimerais que ça soit comme ça. Comment on peut trouver un terrain d'entente, quoi?» tu vois? Et ça, je Ouais. sais que ça a mis plusieurs années avant que moi, je m'en rende compte que juste faire plaisir aux autres, c'était pour moi, c'était pas plus trop possible, quoi.
Ouais, et puis je pense que tu es moins gentil, enfin, tu rends moins service aux autres si tu ne te rends pas service toi-même. Enfin, c'est en gros, c'est un peu ce truc de, hem, tu sais, si tu es en avion et que tu as les masques à oxygène et que tu as un enfant à côté de ton enfant à côté de toi, c'est tu dois mettre le tien avant et après tu mets celui de ton enfant. Et en fait, c'est vrai que c'est contre-intuitif, hein, tu as tendance à te dire: «Bah, je vais d'abord le mettre sur mon enfant», mais sauf que si tu le mets sur ton enfant et que toi, bah, tu crèves sur le passage ou que tu as du mal à respirer, tu pourras plus t'occuper de lui. Et moi, je m'en suis rendu compte, on refait encore un parallèle avec la maternité, mais c'est que, il y a un moment donné, bah, je m'étais dit: «Vas-y, c'est pas grave, tu dors moins, tu fais pas de sieste, tu gères la maison, l'enfant, les lessives, machin et cetera, tu joues parce qu'il faut jouer, c'est important». Sauf qu'en fait, je pétais un câble et donc quand je me suis dit quand j'ai assumé effectivement mes besoins en disant: «De toute façon, il faut que je dorme». Donc en fait, là donc moi, le problème, c'est que j'ai poussé trop loin, le curseur. J'ai attendu vraiment d'être à terre. Mais mais en fait, je me suis aperçue, à ce moment-là que j'ai dormi, j'ai pris du temps pour moi et beh, j'étais une meilleure personne. Enfin et du coup, ça souvent le naturel revient au galop, c'est-à-dire que j'ai tendance à quand même repartir sur qu'est-ce que les autres ont besoin, protéger les autres et machin, et cetera. Et donc, je m'oblige à me rappeler ces moments-là et de me dire, non, attends, enfin, c'est l'inverse en fait. C'est toi, tu dors. Par exemple, maintenant, j'assume complètement de dire que c'est mon conjoint qui doit gérer tous les matins. C'est lui qui gère les matins. C'est moi qui dors tout le temps. Avant, j'étais là en mode bon, attends, on va faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, on va essayer d'équilibrer et tout. Mais la réalité, c'est que lui, de toute façon, c'est un lève-tôt, donc en fait, c'est parfait. Et de toute façon, il était réveillé. C'était moi qui me mettais en mode c'est pas normal, non, il faut quand même. Et depuis qu'on assume ce truc-là, ben moi, je suis de meilleure humeur, je me lève, ok, plus tard, mais c'est pas grave. Et en fait, je tiens la journée. Et c'est pas, enfin, je sais que c'est pas facile, mais il faut se le rappeler, quoi, Non, mais régulièrement. c'est un super exemple aussi parce que des fois, on se contraint à faire des trucs qu'on a l'impression, le côté égalitaire, homme-femme, dire voilà, Mm, il faut partager les tâches et tout. Mais par exemple, moi, c'est très archaïque, mais à la maison, il y a que moi qui cuisine. Mais c'est pas mm, parce que c'est le rôle de la femme de cuisiner, c'est que moi, j'adore ça. J'adore ouais, cuisiner, je prends beaucoup de plaisir. C'est une activité. Tu vois, mon mec, il peut jouer aux jeux vidéo. Bah, moi, je vais me lever, je vais dire, ah, bah tiens, je vais aller faire un gâteau. Mais parce que j'ai mm, sincèrement envie de cuisiner et mm, c'est un moyen pour moi de déjà de sortir des écrans parce que on a des métiers toutes les deux où on passe beaucoup de temps assises devant un écran et moi c'est vrai qu'au bout mm, d'un moment ça me rend un peu folle. Donc mm, moi pour moi la cuisine c'est mon terrain de jeu de la créativité où je peux tu sais mettre un peu mon cerveau en off, mm. je sais pas les saveurs, les trucs, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer et du coup plein de fois je sais que ça coince un peu en mode ah ouais ton ah faut que je dise mon mari maintenant je me suis mariée, j'ai trop de mal Et à toi dire mon aussi. mari. Et moi, c'est conjoint pour l'instant Ouais, encore. voilà, c'est ça. Mon mari, bon, mon mec, quoi. Et du coup, on me dit souvent, ouais, ton mec, il cuisine jamais, enfin, ça te saoule pas de cuisiner toujours? Je dis, alors, si, il y a des jours où c'est de la charge mentale et en effet, de cuisiner tous les jours, c'est peut-être pas un plaisir, mais comme je sais que lui, déjà, il aime pas du tout ça, il a pas du tout la créativité, bah, il y a des fois, Mmh, OK, où je me force, mais en fait, même en me forçant, je lui prends du plaisir parce que c'est, mmh, mon moment à moi dans la journée où je fais une recette et tu vois, je trouve que, juste de s'écouter, donc là, de dire que ton conjoint il est plus matinal et que toi tu l'es pas, je suis sûre que dans la journée, il y a des moments où lui, il est moins dispo, j'en sais rien, tu vois, après le déjeuner, lui, il a besoin d'une mmh, sieste, je ne sais quoi. Ben toi, tu mmh, es peut-être plus dispo à ce moment-là et en fait, ça mmh. s'équilibre naturellement, quoi. Pas Ouais. essayer toujours de rendre ça normal. En fait, c'est notre Mmh. normalité à nous, quoi. Mmh mh. Exactement et oui, sur le côté, naturellement, ça va s'équilibrer et d'ailleurs, est-ce que c'est grave si c'est pas équilibré? C'est aussi le sujet. Enfin, pourquoi devoir toujours compter les points? Alors c'est aussi c'est compliqué, mais peut-être que sur certains trucs, c'est pas équilibré, sur d'autres ça l'est. Le tout, c'est la perception en fait de est-ce que lui, il se sent lésé ou pas? Oui, non, comment on peut mais en fait, factuellement, je ne sais pas si c'est équilibré. Mais c'est vrai que, bah, pour moi, c'est une question de enfin, tu obligé de passer si tu veux te développer et je sais pas, avoir une vie qui te ressemble, t'es obligé de passer par cette étape d'écoute de toi-même, d'être gentil envers toi-même avant d'être gentil envers les autres. C'est un passage obligatoire. Enfin, je vois pas comment sinon tu t'enfermes dans un truc infini qui est de répondre aux besoins des autres avant les tiens et donc bah, tu te crées pas quelque chose qui te ressemble et donc après
si t'es OK avec ça, moi ma peur derrière tout ça, c'est de regretter. Enfin, c'est tout simplement de regretter, d'être en bonne santé, de me dire: «Merde, j'ai pas profité, je suis pas partie 4 mois, faire mon aventure parce que alors que je pouvais». Enfin, j'ai perdu ma grand-mère, en même temps que mon voyage à vélo, 2 semaines après. Elle était décédée et puis du coup, enfin, c'est une personne vraiment j'étais très, très proche d'elle et en fait, ça m'a mis en je me suis dit: «Mais c'est ouf comment cette synchronisation des événements, est arrivée» et je l'ai un peu pris comme un signe en me disant aussi, bah, j'ai raison de faire ce voyage à vélo là, en fait. Parce que, parce qu'en fait, il faut profiter de notre vie et profiter, de ce qu'on a vraiment envie de faire, et et en fait, le reste, après, va s'articuler. Alors naturellement, en tout cas, il faut partir de soi. Il faut alors c'est peut-être une injonction que je dis ça, mais et au départ, moi, je me disais: «Ah, c'est égoïste» ou c'est en mode, heu enfin, partir de soi, c'est individualiste, mais c'est tout sauf individualiste, en fait, de faire ça. Parce que c'est hypocrite de dire: «Ouais, moi, c'est les autres avant tout, c'est mes proches, je les aime». Bien sûr qu'on les aime plus que tout, bien sûr que nos proches c'est le centre aussi de notre univers, que nos enfants, c'est le centre de notre univers, mais pour les mettre au centre, il faut que tu te mettes au centre. Donc c'est un peu un truc, un exercice, compliqué à faire, mais ouais, c'est le travail d'une Ouais, vie, je pense. je suis vraiment d'accord. Et puis moi, tu vois, j'ai un peu un côté dédoublement de personnalité parce que je me prône gentille, à l'écoute, authentique, honnête et tout. Et en fait, il y a plein de fois où je me rends compte dans ma vie où, comme j'ai pas envie de blesser les autres, de prendre trop de place, donc des fois je m'oublie et donc je suis pas Mmh. honnête sur ma façon de Mmh. répondre, sur moi j'ai tendance à dire oui à tout parce que le non me coûte, mais donc des fois je dis des oui que j'aurais voulu dire non, tu vois. Et après, donc des fois j'y repense et je me dis mais en fait c'est que je suis pas à 100% honnête et donc pour moi Mmh. ça va même à l'inverse de mes valeurs, tu vois, le côté gentillesse, honnêteté, transparence. Et donc je me dis Mmh. merde, en fait, je suis pas tout à fait alignée, quoi, tu vois. Mais c'est dur, je Mmh. trouve, de tout faire s'imbriquer, quoi. Bah oui, surtout que enfin, ça me fait penser à la communication que j'ai moi sur LinkedIn et sur mes vidéos YouTube aussi. Je termine toujours un peu en disant, «Si vous avez des questions, bah, contactez-moi, aucun souci, je réponds toujours à tous les messages, machin». Et donc du coup, bah, je les invite ouvertement à me contacter. Sauf que du coup, je reçois pas mal de demandes de personnes qui me conseillent et ce qui est normal puisque je dis qu'ils peuvent le faire. Sauf que, bah, au départ, je répondais à tout le monde effectivement ou en me disant: «Il faut que je réponde, et bien et machin» et maintenant je me dis: «Bah, j'ai aussi une limite et OK, enfin, je peux pas. Donc je refuse ou enfin, voilà, je peux pas échanger avec tout le monde» et c'est vrai que c'est pas facile de mettre le curseur, de dire: «Bah, j'ouvre ma porte de la gentillesse et de l'écoute», mais en fait, du coup, ça m'apporte trop. Il y a trop de personnes, donc va falloir que je bloque. Donc c'est un peu un truc, mais c'est un équilibre à trouver aussi, quoi. Et puis c'est peut-être le dire, moi maintenant je suis quelqu'un qui est trop disponible tout le temps. Genre tu me sollicites dans la seconde, en général je te réponds parce que je sais pas, c'est ma façon à moi de fonctionner. J'aime pas laisser traîner des messages, que ce soit dans le pro, le perso, des mails, des choses comme ça, parce que je trouve que ça me met trop de charge mentale de me dire ah faudra que je pense à répondre plus tard et tout ça. Donc je Mmh. préfère traiter tout dans l'instant. Et en ce moment je suis très sollicitée parce que j'ai un collectif de freelance et donc on me demande pas mal de choses à droite à gauche sur des sujets différents et tout ça. Et au début, j'avais tendance à répondre tout de suite parce que j'avais l'impression que j'étais un peu obligée, parce que tu sais, tu t'enfermes un peu dans un truc. Quand tu commences, enfin, j'avais l'impression que comme j'étais comme ça de base, si du jour au lendemain j'arrêtais de répondre, les gens ils auraient pas compris, quoi, tu vois. Alors Mmh. maintenant, c'est ma petite technique à moi de dire, écoute, j'ai bien lu ton message, mais là j'ai pas d'espace mental pour répondre, donc Mmh. je le garde bien dans un côté de ma tête. Hésite pas à me relancer si tu vois que la réponse est trop longue, Mmh. mais tu vois, j'essaye maintenant de le dire, je prends acte, genre de ton message, Ouais. mais là je peux pas répondre tout de suite parce que clairement c'est trop, ça ajoute sur ma pile, et que ce soit dans le perso aussi, tu vois, des fois j'ai des Mmh. amis qui me sollicitent sur ah ben quand est-ce qu'on se voit, il faut qu'on se programme un week-end et tout, et je suis Mmh. tellement sollicitée de toutes parts que là je leur dis écoutez, on en reparle dans 1 2 semaines, le temps que je remette un peu mes idées en Mmh. place, mais juste le fait de le verbaliser, les gens ils comprennent. Mmh. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ghostent par exemple quand ils se sentent trop acculés, qui sont trop sollicités et qui préfèrent ne pas répondre. Et moi, je sais que la non-réponse, je m'inquiète toujours parce que j'ai l'impression que la personne me fait la gueule. Enfin, ça, c'est un Mmh. autre sujet, mais voilà, j'hypothétise beaucoup de choses. Et juste le fait de dire, j'ai vu ton message, mais je peux pas y répondre tout de suite parce que j'ai pas la place. Je trouve que ça, la balle est au centre. Et après, en général, c'est moi qui reviens parce que voilà, je Mmh. prends le temps d'y répondre. Mais je trouve que c'est honnête envers l'autre de le verbaliser, quoi. Ouais, 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 c'est une astuce. En fait, c'est ça, c'est trouver des astuces qui te conviennent. Moi, je demande aussi parfois, parce qu'il y a pas mal de
de personnes qui me contactent en me demandant, je sais pas, je suis en reconversion, dans l'UX UI, ça m'intéresse le métier et cetera. Est-ce que je peux te poser des questions? Du coup, là, je le dis en mode, est-ce que c'est possible de le faire en asynchrone? Donc soit me poser les questions, à l'écrit ou en message vocal et du coup, moi, je répondrai. Je sais pas quand, mais je répondrai et en message vocal aussi. Donc la façon asynchrone aussi, moi, je trouve que c'est pas mal, parce que ça peut plus facilement s'imbriquer, en fait. Parce que ce sera Ouais, jamais c'est vrai. priorité. Je sais que ce genre de message, ce sera jamais ma priorité. Donc en fait, jamais je leur dirai, enfin jamais. Ce sera très très rare que je trouve que je fasse en sorte de trouver un vrai moment de qualité pour pouvoir leur répondre en visio, tu vois, à l'avance, etc. Donc je me dis, répondre en vocal, voilà, ça peut se faire. Je sais pas, j'ai fini de manger, j'ai encore 10 minutes, je réponds. Et au final, la personne est très contente parce que c'est des vraies réponses. Hein, c'est pas bâclé, mais je trouve que c'est pas mal aussi comme astuce. Ouais, et puis c'est encore une fois, s'écouter et pas se mettre au service toujours des autres et du coup, sans dire de toujours voir, qu'est-ce que j'ai à y gagner d'y répondre tout de suite, tu vois? Mais juste, s'écouter et de dire, «Ouais, là, je peux pas», moi, des fois, j'avais tendance à me contorsionner dans tous les sens, notamment quand j'étais salariée, tu sais, quand tu es, beaucoup sollicité sur plusieurs demandes, de plusieurs services selon dans les entreprises dans lesquelles tu bosses, j'avais tendance à dire oui à tout et au Mmh. final, au bout d'un moment, limite, je respectais même pas les personnes à qui j'avais dit oui parce que c'était impossible dans ma semaine de travail de faire tenir tout ce pourquoi on me sollicitait et donc je Mmh. décevais les gens, tu vois? Et au bout d'un moment, je me Mmh. disais: «Merde, c'est moi qui fais mal mon travail». Enfin, tu sais, ça me remettait en question moi alors que non. En fait, la base, c'est qu'on me sollicitait trop et c'est eux qui auraient dû s'en rendre compte. Mais ça, c'est le Oui. souci de pas mal d'entreprises. Et donc, ouais, comment on fait pour, là, à l'époque, en plus, j'étais plus jeune et j'osais pas dire non, tu vois? Eh ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de choses qui viennent après avec, avec l'âge. Genre, ça fait un peu genre, Ouais, genre il a 70 vieille ans. Ah mais mamie, tu sais? Avec vraiment. l'âge, vous verrez les enfants, vous verrez. Mais il y a une part de vrai, hein. Mmh. Ouais, franchement, ouais, Mmh. c'est clair, je pense que je serais pas pareil parce que je trouve que tu développes de la frustration chez tout le monde, le fait de te rendre trop disponible et en fait, tu l'es pas vraiment parce que c'est Mmh. impossible d'être, H24, sollicité, c'est juste impossible et donc tu développes de la frustration chez toi parce que tu remplis pas Mmh. toutes tes tâches ou tous les gens à qui tu avais promis de répondre et de l'autre, tu remplis il y a de la frustration chez lui parce que tu le déçois. Mmh. Donc ouais, je sais pas, Mmh. c'est vraiment un juste équilibre à trouver, quoi. Je pense que c'est aussi se dire: «C'est pas parce que tu es gentil que tu dis oui à tout». Gentil ne veut pas Non, dire mais oui. vraiment. Mmh. C'est la Non, mais c'est distinction vrai. entre les dents, en fait. Et ouais, c'est le plus dur. Et toi, tu Parce que arrives à dire non? Que ce soit dans ton pro, perso, tu arrives à verbaliser le non? ouais, alors dans le perso, j'ai jamais eu de mal à dire non parce que c'est ce côté un peu, tu vois, caractère de feu aussi, j'assume et tout. Dans le pro, ça a été ouais, c'est ça, oui, dans le perso, j'ai pas de mal Ouais. à dire non et dans le pro, ça a été plus compliqué, ouais. Ça a été plus compliqué parce que, toujours pareil, la peur de manquer d'affaires, donc tu dis oui à tout et puis, n'importe quel échange, peut potentiellement déboucher sur une collaboration, donc tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui. Dans la mission en elle-même, c'était, 150 allers-retours. Oui, ça va pas. Oui, nin ça va pas. Parce que je voulais qu'il soit content et je me disais: «Bon, c'est légitime son retour donc oui, 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 oui à tout». Et franchement, ça m'a pris, moi, je crois que ça m'a pris vraiment 5 ans, je dirais. Donc ça a été long, hein. Ça coïncide avec ma maternité et le fait que je sois devenue maman et où j'ai pas eu le choix parce que j'avais moins de temps. J'avais moins de temps, il fallait que j'aille chercher ma fille, chez la nounou, donc c'est des trucs où tu es obligé de, tu as moins de temps pour bosser, donc il y a un moment donné, il faut que tu fasses des choix et donc c'est là où la question de qu'est-ce que tu privilégies? Pourquoi? Comment tu peux mieux travailler? Et donc cette question du non, elle a été nécessaire à ce moment-là et ça a été en fait, c'est ouf comme je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai dit non à une mission. En plus, c'était un client que j'avais déjà eu qui me proposait une autre mission et je savais que ça allait me prendre trop d'énergie. Je pouvais alors ce qui est difficile, c'est que je pouvais la prendre d'un point de vue, agenda, mais que je savais que ça allait, impliquer trop de choses après à côté et donc j'ai dit non. Donc ça a été dur à ce moment-là, mais genre peut-être 30 secondes après, comment je me suis sentie forte. Je me suis sentie forte, je me suis dit: «Putain, j'ai dit non, mais là, mais ça veut dire que j'ai osé en fait et qu'en fait je suis ouais, ça veut dire que j'assume quelque chose derrière. C'est pas dire non pour dire non, c'est non pour dire oui à forcément autre chose» et franchement ça m'a rendue mais hyper puissante.
Et en fait, à chaque fois maintenant que je refuse, je me dis en fait, je refuse, mais pour une bonne raison. C'est pas non, genre j'ai le feeling, non, ouais, non, allez. C'est non parce que, OK, non parce que bah, j'ai là cette année, par exemple, en fin d'année, je veux privilégier mes formations en ligne. Donc, j'ai refusé 3 missions depuis que je suis revenue. Et ça représente peut-être, je sais pas moi, entre 15 et 20 000 euros de missions. Enfin, c'est quand même énorme. Mais en fait, je me dis oui, mais c'est pour autre chose. C'est parce que ce qui me fait plus vibrer, c'est en ce moment d'accompagner mes élèves sur la formation en ligne. Donc, OK, ça me rapporte moins d'argent, mais ça me rapportera plus après, déjà. Il y a une notion d'investissement aussi dont on parlait. Et je suis OK. Mais franchement, il faut dire non, c'est trop bien. Mais Essayez. oui, et en fait, une fois que tu as réussi à le faire, tu te rends compte que c'est pas si douloureux que ça. Et il y a un côté où, ouais, comme tu dis, comme tu t'es sentie puissante, c'est trop bien. Enfin, tu vois, je pense que à chaque fois que t'as la panique de te dire mince, j'ose pas dire non et tout, tu te rappelles de ce sentiment et tu te dis mais si, c'était trop bien, il faut que je le refasse. Après, tu deviens addict au non, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Non, mais tu vois, alors c'est là où la gentillesse peut rentrer en ligne de compte, c'est dire que je dis non, mais dans le sens où bah non, mais je peux te recommander quelqu'un. Non, Ouais, mais je serai exactement. peut-être disponible là. Ou enfin, Mm. et c'est pas genre non brut, débrouille-toi. Donc j'essaie quand même d'être voilà, d'essayer de trouver des Ouais, solutions bien sûr, pour mais c'est trop mon chouette, ouais, poste. de pouvoir d'arriver à le faire dans ta gentillesse, tu vois, de dire non, Mm. dans ta bienveillance, Ouais, dans c'est ton ça. écoute, et de voilà, pas juste dire non, claquer la porte et ciao, quoi. Donc, Mm. je pense que c'est un bon exemple de dire qu'on est capable de dire non et de le faire avec ouais, bienveillance et trouver des solutions aussi sans que ça te prenne trop de temps et trop de Mm. charge mentale. Mais ouais, c'est trop bien. Et du coup, tu Mm. disais que le premier nom, donc tu l'as formalisé quand tu es devenue maman. Et je pense que, enfin, moi, je vois le truc où je parle avec beaucoup de femmes qui sont devenues mères. J'ai l'impression qu'on priorise aussi différemment. Enfin, moi, tu vois, dans mon petit dans ma petite vision de la vie, j'ai des problèmes qui, au final, n'en sont pas. Je me fais des montagnes de tout. Est-ce que toi, quand tu es devenue maman, tu as des trucs qui sont devenus plus futiles en te disant, mais ça, c'est pas grave. Enfin, tu vois, est-ce que ça a changé aussi ta perspective des problèmes, de la peur, de la Mm. vie, enfin, tu vois, de tout ça? Mm. Bah, peut-être pas au début, parce que en gros, c'est juste l'impact du non. Parce qu'au début, je me disais, bah, je dis non, bah, du coup, c'est la fin du monde. Et en fait, quand je suis devenue maman et que j'ai été obligée de dire non, ben, je me suis aperçue que le monde ne s'effondrait pas et que, en fait, effectivement, peut-être que j'ai dit non à ce prospect-là, mais il est revenu 2 mois après. Et que, bah, du coup, j'ai pu bosser avec lui. Donc, en fait, j'ai le droit de dire non ou de dire, bah, désolé, peut-être que là, en fait, le point qu'on avait prévu là, je vais pas pouvoir le faire parce que ma fille est malade. Donc ça, en fait, effectivement, du coup, t'as pas le choix et t'oses le dire. Mais en fait, je me dis, mais en Ouais, fait, bien j'aurais sûr. très bien pu dire, enfin, lui, que je sois malade, que ma fille soit malade ou que je sois pas dispo juste parce que, bah, justement, j'ai besoin d'un temps pour moi, le résultat est le même pour lui. Donc, en fait, je peux m'autoriser à repousser, alors pas au dernier moment, mais je peux m'autoriser à peut-être étirer un peu les deadlines, pas à me dire là, il faut que ce soit absolument là, mais la semaine prochaine. Et du coup, je trouve que ça m'a permis de, ouais, oui, peut-être dédramatiser cette notion de le non immuable et qui a des conséquences fortes, tu vois, derrière. Donc, c'est plus ça. Et après, quand tu parlais de priorités, qu'il y avait d'autres priorités, je pense que le travail a toujours été important pour moi. Alors, évidemment, enfin, en tout cas pour moi, ça passe pas avant ma fille, avant ma famille. Mais ça a quand même toujours été important pour moi. Et donc, c'est comment je peux dealer les deux. Et d'ailleurs, ça a été un truc de l'injonction que j'avais en disant, bah, t'es mère maintenant. Donc, du coup, tout le reste, ça doit être vraiment du second plan, voire genre, en fait, tu t'en fous un peu. Donc, ton taf, Ah, ça doit trop pas être bien, trop important. cool. Moi, je Ouais, m'étais ouais. dit ça, tu vois. Et en fait, après, je Mais me suis dit, bah non. En fait, si, le travail, c'est important pour moi. D'être seule, c'est important pour moi. Donc, ben, comment je peux aussi continuer de faire ça de façon différente, mais le faire quand même. ah, c'est trop bien que tu aies eu cette pensée-là, parce que c'est vrai, bah, c'est un peu le truc qu'on disait tout à l'heure de nos mamans qui nous ont dit que voilà, le fait d'être mère, après t'es mère et c'est tout. Et donc je pense que c'est des choses qui rebondissent aussi là-dessus. Et c'est trop bien du coup que tu te sois dit il faut que, et que le travail Mmh. passe au second plan et tout. Et qu'au final, après, tu dises mais non, en fait, moi j'aime trop mon travail, et d'assumer aussi, de le dire que Mmh. ta famille, ta fille, c'est hyper important, mais que t'aimes Mmh. aussi.
ton travail, t'épanouir de manière seule et tout. Et je trouve que c'est trop bien. Et juste, rien à justifier. Enfin, tu vois, c'est juste, j'ai ma famille, j'aime ma fille, mais j'aime aussi mon travail. Sans, tu vois, sans rentrer dans des justifications énormes. Je trouve que c'est trop cool. Le côté multicasquette, ouais, c'est pour ça, tu vois, que, bah, oui, j'ai eu pas mal de missions cette année, mais que je suis quand même partie 4 mois, en voyage à vélo, que je passe pas mal de week-ends avec ma famille. Enfin, on fait plein de choses, mais que je m'autorise quand même à partir 2 jours, et faire une nuit d'hôtel en solo, pas loin de chez moi. En fait, il y a toujours c'est toujours des trucs, des balances, en fait, que bah, je continue d'aller à la salle de sport et que bah, tant pis, je n'irai pas chercher ma fille à l'école à 16h. Tant pis, elle ira à la garderie parce que moi, à 16h, je pars à la salle de sport. Et du coup, j'irai la chercher qu'à 17h30, 18h. Parce que j'ai besoin de... Donc, en fait, on peut tout faire. On peut tout faire, vraiment. Mais Et ça, c'est difficile. Ça a été une grosse prise de conscience tard pour moi de me rendre compte que j'étais pas obligée de choisir. On n'est pas obligé de choisir. Forcément, tu mets des choses de côté. C'est en termes de priorité. Pendant les 4 mois de voyage à vélo, je n'ai pas priorisé mon boulot. C'est sûr que j'ai pas une mission. Donc, en fait, j'ai priorisé ça. Bah, après, je suis revenue. Bah oui, j'étais moins dispo pour ma fille et puis mon conjoint parce que, bah, du coup, j'ai dû rattraper mon retard ou m'investir davantage côté pro. Mais j'étais très contente. En fait, ça marche par vague. Moi, en fait, je me suis rendu compte que je marchais comme ça, en fait. Par vague de thèmes. Enfin, genre, tu vois, là, j'ai vraiment envie de m'investir à fond dans ma vie de couple. Donc, bah là, on va se faire des week-ends, on va faire un truc, on va machin. Ok, bah là, peut-être ça va redescendre après, c'est pas grave. Là, je vais repartir sur une autre vague, une vague de taf. Là, une vague de... Enfin, en fait, on peut fonctionner par vague. T'es pas obligé d'être toujours linéaire, surtout, ou en croissance, surtout, quoi. Ouais, je m'y reconnais vachement et moi je remets souvent en question, tu vois, les moments où justement je priorise moins mon couple et tu sais, moi je suis toujours celle qui remet tout en cause, genre, mais est-ce que je m'épanouis vraiment dans mon couple? Est-ce que, tu sais, genre, je suis Mm. vraiment amoureuse et tout, tu sais, je remets, des fois je suis capable de tout remettre à plat alors que non, c'est pas grave, mais c'est trop bien, tu vois, Mm. de t'entendre dire ça, qu'on peut Mm. fonctionner par vague et moi je sais que je fonctionne Mm. vraiment comme ça et que c'est ok et que ça remet pas en cause tous les autres pans de ta vie, enfin, tu vois, je trouve que c'est trop bien que tu as réussi à Exactement. l'analyser et Mm. à comprendre ton fonctionnement et voir et puis le dire aussi autour de toi. J'imagine que ton conjoint il est au courant quand il y a telle vague qui arrive et enfin tu vois de plus aussi le dire autour de toi quoi. Le communiquer, ouais. Ouais, ouais, clairement. Mais après, c'est pas parfait, hein. Des fois, je me rends même pas compte, effectivement, que j'ai entamé cette vague-là et que je l'ai mise de côté. C'est le quotidien qui me permet de me rendre compte de ça. Mais oui, communiquer, par contre, ça peut... De dire, bah, là, je vais rentrer en mode guerrière sur le taf. Donc, voilà. Ça va être la prio. Ou bah là, ok, je mets de côté un peu plus le travail, mais du coup, quel sera l'impact financier aussi? C'est souvent en Ouais, fait bien ça, sûr. hein, derrière. Est-ce que tu es ok? Est-ce que c'est pour ça qu'on en avait parlé sur les 4 mois de voyage à vélo. Bah, je vais avoir une baisse de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut se le permettre? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que du coup, on va devoir faire une croix sur certains projets qu'on avait personnels? Oui, non. Enfin voilà, c'est de la communication Ouais, aussi. ouais. Oui, oui, c'est exactement ça, c'est la communication et puis pas se justifier surtout si à un moment donné tu as envie de plus te focus sur le boulot, c'est pas parce que enfin tu vois de pas se justifier surtout. Mm. J'avais entendu une phrase aussi que genre juste dire j'ai pas envie parce que tu vois moi des fois je sais pas, on m'invite à des soirées plutôt dans mes années étudiantes mais on m'invitait à des trucs et j'avais pas du tout envie d'y aller et tu sais j'étais la personne qui faisait des pieds et des mains pour dire non mais tu comprends, je peux pas venir parce que mon chat est Mm. malade et ma grand-mère elle va partir enfin bref, je mens Mm. pour près dans des mensonges Mmh. vraiment, vraiment pas jolis et en fait, juste de dire: «J'ai pas envie», ça suffit et donc moi, j'aimerais bien que juste quand je dis: «J'ai pas envie», les gens me demandent pas pourquoi. Juste, en fait, de Mmh. pas avoir envie, c'est pour moi, c'est une bonne raison. Enfin, je sais pas Mmh. comment tu le vois ça, Ouais, toi? j'ai encore du mal, je suis obligée de enfin, je me sens obligée de justifier à chaque fois. J'essaie de moins le faire dans le côté pro, tu vois? De dire, bah, typiquement, effectivement, je ne peux pas, je ne suis pas disponible, à ce moment-là et pas dire: «Parce que nin blabla». Dire: «Je ne suis pas dispo». En plus et à chaque fois me dire: «Bon, de toute façon, lui, ça l'importe pas de savoir la raison, en vrai». Donc mais c'est vrai que souvent, j'ai tendance à justifier derrière, c'est et je me dis: «Mais en fait, non, mais pourquoi? Enfin, il y a pas Ouais. besoin». Après, sur le côté perso, je me sens plus obligée en me disant que le mes proches, hem, méritent de savoir pourquoi. Après, ça dépend quoi, mais Ah mais mais des je fois, me c'est dur de dis l'expliquer. Tu sais, des fois, c'est juste, ouais.
un coup de moins bien, il y a pas forcément une raison. Enfin, moi, je sais que j'ai des vagues de bien, moins bien et que je peux pas expliquer, tu vois. Je sais pas si c'est le cycle hormonal ou j'en sais rien, mais j'ai des moments où je suis moins bien dans ma peau, moins bien Mmh. avec les autres et tout. Et du coup, des fois, c'est juste que je m'en sens pas capable. Donc, bien sûr, avec mes proches, j'arrive à le verbaliser en disant, bah là, je me sens moins bien, donc je préfère rester toute seule. J'ai besoin d'être toute seule et tout. Mais ouais, des fois, sur des gens que tu connais un peu moins, juste dire, j'ai pas envie, j'aimerais bien qu'on me demande pas pourquoi, tu vois. Ah bah ça, je comprends, ouais, c'est clair. Donc bon, c'est des grands Mmh. sujets. Ça fait déjà un bon moment qu'on parle. Bon, on a eu des petites Mmh. coupures, des petites déconvenues. Mais bon, c'est la magie du podcast. Normalement, au montage, vous y verrez que du feu si je fais bien mon travail. On va clôturer l'épisode ici. Est-ce que tu as un gentil ou une gentille que tu aimerais nous recommander au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Est-ce que je peux en recommander 2 ou Mais c'est bien qu'1? sûr, tu recommandes autant que tu veux. Moi, je reçois tous Ouais. les gentils, donc bien sûr. Alors du coup, bah, ce sont 2 femmes. La première que tu connais, je crois pas que tu l'as invitée sur le podcast, mais elle est peut-être dans ta liste, c'est Laetitia. Laetitia Boulogne, donc de Neograph Factory. Pourquoi je pense à elle? Parce que en fait, c'est marrant, elle a une personnalité qui est forte, elle est directe, elle sait ce qu'elle veut et bah, je suis partie déjà plusieurs fois, enfin, on a déjà bossé ensemble, je suis partie plusieurs fois en voyage freelance avec elle, donc je la connais quand même bien. En groupe, ça va être celle que tu vas voir. Enfin, elle est pas là à être dans le retrait, et cetera. Donc tu pourrais peut-être la qualifier au départ c'est pas forcément quelqu'un qui est gentil. Tu te dirais, bah, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui, en fait, justement, est peut-être pas. T'as l'impression que tu dirais qu'elle est pas forcément dans l'empathie parce qu'elle est dans son truc, alors que pas du tout, et qu'elle est hyper ouverte aux discussions. Que ça a été à chaque fois que je lui ai demandé des réflexions, enfin qu'on a partagé des réflexions business ou autre, ça a été la première à me répondre très vite. Et j'aime bien en fait justement ce côté décalage où t'as l'impression qu'elle a une carapace ou quoi, et en fait c'est une crème. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de lui parler. Et puis la deuxième personne, c'est Amy Druen. Donc Amy, c'est ma coach. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand je suis devenue maman aussi, je me suis dit comment on pourrait m'aider à faire des choix, parce que je savais pas quel choix du coup, qu'est-ce que j'allais prioriser. Et du coup, j'ai fait appel à une coach. C'est une coach en leadership. Alors c'est un mot qui est assez grand, mais en gros, c'est effectivement s'adresser aux personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui veulent faire plein de choses dans leur vie, qui sont moteurs. Et qui justement ont besoin d'aide pour éclaircir un peu la direction et où tu te focalises. Et c'est une personne qui est foncièrement gentille, qui est pareil dans énormément d'empathie et qui à la fois là aussi dans une force incroyable. Alors déjà en plus parce qu'elle te fait ressortir ta gentillesse, elle te fait ressortir à toi-même. En fait c'est un peu c'est son travail aussi, tu vois. Mais elle est foncièrement gentille. C'est pas la coach que tu pourrais te dire en mode j'y vais à l'ego bourrin ou quoi. Elle est en plus même physiquement elle est toute petite, elle est toute menue. Enfin je trouve que c'est aussi marrant. Donc c'est aussi une chouette personne et qui coach aussi des grandes dirigeantes, enfin des personnes qui sont assez élevées dans la hiérarchie des entreprises. Et, et voilà. Du coup, elle a Trop bien, bah pas mal de c'est deux choses à personnalités partager. hyper différentes et hyper intéressantes, parce que par exemple Laetitia, moi je la connais un petit peu personnellement aussi, et c'est vrai que le côté, bah moi je sais que je suis un paillasson, genre je suis gentille et on peut me marcher dessus et en général je dis rien, mais du coup Laetitia ça serait la balance de dire, je pense qu'elle se laisse pas faire quoi, tu vois, et Ouais, donc ouais, je ouais. trouve que ça serait intéressant d'avoir son Mmh, avis là-dessus en effet. Et puis bah Amy, avec grand plaisir, ça m'intéresse mmh, toujours en plus de discuter avec des coachs, parce que je trouve que le terme de coach est hyper galvaudé, et il y mmh, en a qui renvoient vraiment une mauvaise image des coachs, et je trouve que mmh, c'est voilà, au fil des années ça leur fait pas une bonne pub malheureusement, et donc je serais mmh, grave curieuse d'échanger avec elle sur sa façon de voir les choses, son mmh, métier, et la transmission. Et puis aussi c'est des métiers où des fois je vois ça un peu comme un psy, et comment ils font pour eux ne pas s'oublier et de juste tu vois, aspirer tout comme une éponge avec de leur empathie et tout ça, et de dire comment enfin, je sais pas, t'arrives aussi à décorréler ta vie ouais, pro de ta vie perso sans tout ouais. aspirer les névroses Bah, des autres, quoi, tu vois. clairement. Clairement, et je pense que justement dans ce métier-là, tu dois être aussi foncièrement gentil et empathique, un peu comme dans mon métier, encore plus, je dirais elle. Et du coup, bah, comment tu mets la barrière, quoi? Ouais, C'est 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 pas ça. facile. Mmh.
Non, c'est vrai que c'est vraiment pas facile de. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Écoute, je note les deux idées de gentils. Je trouve ça trop cool. Je leur enverrai une invitation de ta part. Ça marche. Merci beaucoup, Nolwenn. C'était trop cool. J'espère que tu as passé un bon épisode. Vraiment, j'ai trouvé notre discussion hyper intéressante. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Yes, merci à toi pour l'invitation. Et je pense, on a parlé de pas mal de choses. On a un peu refait le monde, mais c'est trop bien. Et j'espère que ça plaira. Est-ce que t'as un dernier mot, un mot de la fin, justement, pour le grand débat sur la gentillesse, la bienveillance? Est-ce que tu as une dernière petite phrase qui te vient? Je me dis, si tout le monde était gentil, le monde se porterait mieux. Et que gentil ne veut pas dire nécessairement s'oublier. Donc voilà, c'est pas parce que vous serez gentil que vous êtes une poule mouillée, que vous êtes faible. Au contraire, être gentil, c'est être très fort. Donc voilà. Trop bien, c'est trop beau, ça m'a fait des frissons, la phrase. On pourra l'imprimer sur des t-shirts. Ouais, exactement, on va s'en faire une marque, on va brander un truc, on vous revient Allez, go. Avec une marque TBTC by Nolwenn. C'est ça. Écoute, trop bien. Écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était vraiment un super moment. Vraiment, j'ai passé une super heure avec toi, Nolwenn. Merci encore pour ton témoignage et ta transparence. Voilà, pour le coup, pas de mensonge. Tu es 100% authentique et tu fais pas semblant, donc ça fait du bien. C'est un vrai vent de fraîcheur. Donc merci pour ton témoignage. Merci à toi, Léa. Allez, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines, chers gentils, chers gentils. J'essaye maintenant de m'y tenir. En général, on se rejoint vraiment toutes les 2 semaines avec un nouvel invité, une nouvelle invitée. Et je vous dis à très vite. Des bisous.